Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours mercredi 30 novembre 2022 et j'entame en somme la, mes digressions à partir de cet ouvrage, Friedrich Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extramoral. Voilà. Alors, euh, c'est en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité se dirige vers son ultime perfection. La destinée de l'humanité, l'humanité a un sens, une destinée. Elle va vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'extase facile, le nirvana, peu importe l'éveil, peu importe la sagesse. Voilà. Et vraisemblablement, ce que Nietzsche d'ailleurs a aussi perçu, l'artiste, l'art. Voilà, chacun. Et derrière Nietzsche, des artistes comme Beuys, comme Warhol, etc., qui ont dit chacun aura son quart d'heure de gloire en tant qu'artiste, que tout le monde sera artiste. Et bon, la gloire dans la finalité de l'humanité ne sera plus de circonstances, ça sera autre chose qui, voilà, c'est lié aux pulsions et c'est pas compatible avec les pulsions, les désirs, l'orgueil, les choses comme ça. C'est incompatible avec l'extase, avec la sagesse, avec cet état de nirvana où l'ego est entièrement maîtrisé. C'est ça la finalité de l'humanité selon moi. Voilà. Donc, avant de commencer la lecture et la lecture digressive, je vais lire un petit peu sur Wikipédia ce que j'ai trouvé à propos de vérité et mensonge au sens extramoral. C'est une façon de simplifier. Voilà, c'est un peu schématisé et c'est parfait. Ça me permet de donner le cadre de ce que je pense éventuellement de ce petit ouvrage que je n'ai pas lu encore. Mais bon, voilà, je l'ai un peu picoré et c'est l'intuition que ça m'a donné. Alors, je vais commencer à lire et puis à réfléchir à partir de ça. Dans le résumé que Wikipédia en fait, Nietzsche critique ici l'anthropocentrisme. Et cet anthropocentrisme, il est logique dans l'histoire de l'humanité. Il est critiquable, c'est clair. Ce qui est critiquable, c'est maintenant, ses excès, ses dérives, etc. Tout ce qui peut maltraiter le reste du vivant, hein, et puis même ne pas nous donner une vision plus lucide des choses. Mais cet anthropocentrisme, il est logique, il est normal. On ne peut pas faire autrement. On est jusqu'à présent les seuls dans cet univers tel qu'il se présente. Jusqu'à preuve du contraire, on est les seuls à avoir acquis cette conscience, cette façon d'observer les choses, de les commenter, de les réfléchir, de les penser. Voilà, d'avoir développé cette connaissance. Et donc, il était logique qu'on le ramène à soi-même, qu'on ramène ce monde à soi-même, et dans une sorte aussi d'orgueil, sous un certain angle. Là où on a réussi à sortir du narcissisme originel, en somme, l'humanité est parvenue à sortir de ce narcissisme en posant
une puissance créatrice au-dessus de lui-même. Le divin, Dieu, X, voilà, peu importe, en mettant ce principe qui est au-dessus de l'homme, l'homme a réussi à maîtriser sa pulsion narcissique de toute puissance, de désir d'être lui-même Dieu à la place de Dieu, avant que ça soit le temps. Parce que, évidemment, la finalité de l'humanité, c'est récupérer l'être humain. L'être humain devient, dans l'extase, il devient divin, en somme. Il est incarné par le divin, en somme. C'est le divin qui fait émaner cette extase à l'intérieur de lui. Donc, il est dans la totalité du divin, en somme. Alors après, il disqualifie plus largement l'intellect et la connaissance. Alors pareil, c'est là où Nietzsche a tout compris, selon moi, ce que j'ai écrit d'ailleurs au début. Je pense que Nietzsche a compris à peu près tout le mécanisme de la vie humaine, de l'évolution. Mais comme il s'oppose à ça, comme il conteste, au lieu d'aimer ce qui nous arrive plutôt que de le désirer à notre convenance, il désire le monde à sa convenance. Il aurait voulu, et c'est lié au manque d'humilité et donc à l'excès narcissique, en somme. Il veut être le calife à la place du calife. Il veut être celui qui dit ça c'est pas bien, etc. Il ne peut pas se résoudre à dire à voir dans l'évolution de l'humanité sa logique, le fait que ça soit comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça. Après, qu'on critique la façon dont ça se passe pour faire évoluer les choses, c'est une chose. Mais en même temps, il faut convenir que si l'humanité se déroule comme ça, c'est qu'il y a un sens. Il y a toujours un sens derrière les choses. Et donc, l'intellect, au lieu de le disqualifier, bien sûr, c'est légitime aussi de le disqualifier, puisque à la fin de l'humanité, pas à la fin, mais quand l'humanité a atteint son acmé, je ne sais pas comment ça se dit en grec, sa perfection, son ultime perfection, l'intellect et la connaissance n'auront plus besoin d'exister. On se contentera de contempler. Donc il faut que l'humanité ait résolu qu'elle ait fini de construire toute l'humanité. Et pour ça, on a besoin de l'intellect et de la connaissance. On a besoin de nos pulsions, on a besoin du narcissisme, on a besoin de nos désirs, de nos ambitions, voilà, de tout ce qui fait que on construit cette humanité. Toutes ces pulsions, cet ego, on en a absolument besoin, mais à la fin, on construit un monde. Cet ego, c'est qu'un instrument. Il construit le monde dans lequel il n'y aura plus d'ego. Le monde de l'extase, voilà, le monde de la contemplation, le monde de la jubilation, le monde où il n'y a plus de combat en somme. Donc il faut bien évidemment que l'ensemble de l'humanité techniquement ait été construite pour qu'on n'ait plus rien à construire. On va vers ça. Simplement, il faudra 100 ans, 200 ans, 300 ans, peu importe, peut-être 1000 ans. Je ne sais pas, l'humanité, elle a le temps. Mais on est sur cette voie. C'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. J'essaie de démontrer ça de façon lucide et limpide. Alors, donc, c'est légitime qu'il disqualifie l'intellect et la connaissance. Et il comprend tout à fait que l'intellect provient d'une hypostase du besoin, que c'est le besoin. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que si on a quitté le royaume de la nature, les autres primates, on s'est distingué des autres primates qui vivent dans l'immédiat, qui vivent sans se poser de questions existentielles, qui vivent sans avoir besoin de survolter leur intellect, parce qu'ils restent dans ce mécanisme qui n'est pas constructif, qui n'est pas
inclus dans le progrès. C'est leur rôle, c'est tout. Ils ne sont pas inférieurs ou quoi que ce soit. Et ils sont aussi respectables que les êtres humains. Simplement, l'être humain, il a une autre dimension. Et dans cette autre dimension, il a besoin de l'intellect, il a besoin de la connaissance. Mais Nietzsche a compris que c'est une extension du besoin, effectivement. Et il nomme cette hypothèse, ce besoin, la conscience. C'est une partie de la conscience. Je vous renvoie à des vidéos précédentes où j'explique que la conscience, il y a deux formes de conscience. En gros, il y a plusieurs formes, mais selon moi, il y a la conscience originelle, qui est justement celle qu'on tire de notre nature, qui est une conscience passive qui prend, qui contemple, en fait, qui n'interprète pas les choses. Elle prend les choses telles qu'elles viennent, elle est dans l'époché, une conscience nue, on va dire, basique, originelle. Et c'est sur celle-là que le divin vient se poser quand il prend possession de notre esprit. Quand l'ego est parti, c'est le divin qui nous sert de guide, mais voilà, c'est métaphorique ce que je dis. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et sur cette conscience basique vient se poser la conscience de l'ego, la conscience intentionnelle, la conscience qui veut créer, qui a besoin, etc., qui est dans cette chose-là et qui est liée aux besoins et aux pulsions, etc. Donc il continue. L'intellect est le produit de ma dépendance à l'égard des autres hommes, produit de la vie sociale. Voilà, c'est ça. C'est non seulement la vie sociale, mais comme il ne pouvait pas voir, il s'est mis tout de suite en horreur du religieux. Il n'a pas pu prendre du religieux la téléologie, le fait que l'humanité évolue vers quelque chose. Il a pourtant compris tout ça. Il a compris cette chose-là, mais il n'a pas pu l'apprendre de façon positive en disant, bon, les religions disent qu'on va vers l'extase, effectivement, vers la rencontre avec le divin, mais sauf que lui, il a dit, je veux pas que ça soit comme ça. Je veux que si on va vers ça, on s'affaiblit, on n'a plus, on saura pas. Voilà, il faut rester des guerriers, des hommes. Voilà, et c'est là où rentre en scène l'idée de l'aristocrate qui est insensible à la souffrance, à tout ça. Enfin voilà, ce surhomme, en somme, sous cette forme-là. Parce que je ne sais pas exactement comment il considère le surhomme. S'il n'y a que cette partie-là de celui qui est impitoyable, ou si en même temps, celui-là amène à l'artiste, à celui qui est dans la joie, qui est dans l'amour, qui finit par être à ce niveau-là. Alors peut-être que là, ça mérite, les spécialistes le sauront mieux que moi. Et puis, si j'ai le temps, j'essaierai de creuser ça. En tout cas, il comprend ce truc-là. Après, donc il dit, qu'est-ce que l'intellect, les lois logiques? D'où viennent-elles? Le langage n'est pas originairement logique. Voilà. Et il a compris que le langage pose un problème. C'est pas ça qui permet d'atteindre la vérité. Le langage interdit d'arriver à la vérité. Pour lui, pour atteindre la vérité, c'est la sensation. La vérité au sens extramoral conduit à abandonner le genre de vie théorique, celui qui connaît par concept, et à lui substituer un genre de vie artistique, celui qui connaît par les sensations. Et évidemment que c'est ça. C'est ce vers quoi nous allons. Sauf que il n'a pas compris que c'est le chemin qu'emprunte l'humanité et qu'on ne peut pas quitter
le théorique, on ne peut pas quitter l'intellectuel, la vérité morale de, liée à euh, la, la- la vérité conceptuelle liée à l'intellect, à la connaissance. On ne peut pas le quitter parce qu'on doit construire l'humanité. Ce qu'il n'a pas compris, c'est ça en somme. C'est que c'est pour ça que c'est si compliqué de devenir, de tout abandonner, de rester sur la sensation, de plus poser des questions. Il faudra qu'il y ait encore des scientifiques, des gens qui restent sur l'intellect, sur la connaissance, pour essayer d'éclairer de mieux en mieux l'humanité. Sur la mécanique universelle, je dis qu'on a trois grands travaux: la maîtrise parfaite, la maîtrise progressive du comportement. C'est ce que nous faisons, nous y travaillons tous les jours à ça. Bien sûr, on n'a pas atteint notre perfection, notre comportement laisse à désirer, on est encore des criminels, des malfaiteurs, etc., etc. On est des transgressants, mais on travaille à améliorer cette maîtrise de... Alors oui, on n'en voit pas la fin, parce qu'on ne voit pas le temps qui est devant nous. Peut-être que dans 100, dans 200, dans 300 ans, l'homme aura réussi à faire de l'homme qu'il ne soit plus un loup pour l'homme. Il y parviendra quoi qu'il arrive, à mon sens. C'est ma théorie. Le deuxième grand travail, les grands travaux d'Hercule, en somme, parce que nous sommes des héros dans cette humanité sans le savoir. On travaille à ces grands travaux, et c'est les grands travaux d'Hercule. Quand on y réfléchit, les mythes ont compris cette chose-là. On doit aller flinguer le Minotaure. Le Minotaure, c'est le pervers narcissique, c'est la perversion narcissique en somme. Le flinguer, c'est pas le terme que je dois utiliser. Mais en fait, le narcissisme, c'est son cerveau, c'est le labyrinthe. Et il faut bien souvent une femme qui puisse guider un homme pour aller jusqu'à lui donner un fil, le fil d'Ariane, pour qu'il puisse rentrer dans ce labyrinthe, comprendre tout le mécanisme mental du narcissisme, l'anéantir parce que c'est un bouffeur de jeunes femmes, de jeunes hommes, c'est un bouffeur de vie, quoi, en somme. Et en sortir, pouvoir sortir de sain et sauf. Voilà. Donc, par exemple, c'est un des travaux. Il y a plein j'avais réfléchi un peu sur ça à un certain moment. Il faudrait se rappeler de tous ces grands travaux. Mais tous correspondent à un travail de l'humanité en réalité. C'est ça qui est incroyable dans cette pensée. Et ce travail-là nous conduit justement à l'ultime perfection. Et le troisième grand travail, donc le deuxième travail, c'est la maîtrise de l'environnement. Et c'est là où on commence à rentrer proprement dans la maîtrise de l'environnement. Pour l'instant, on maîtrisait un peu comme ça, mais de façon intuitive, parce qu'on n'a pas le plan, on ne sait pas où on va. Tant qu'on n'a pas pris la conscience qu'on va vers cette finalité, on y va de façon inconsciente, de façon maladroite, de façon accidentelle. On va par là, puis on voit que c'est une voie de garage, on revient, etc. On n'a pas... On est obligé d'y aller par tentative, essai, accident et restauration et rectification. Voilà. On évolue comme ça pour l'instant. On arrivera à un moment où on prendra conscience de notre finalité, on pourra évoluer consciemment vers cette finalité. Donc plus en antagonisme, mais en osmose. L'ensemble humain se réunira pour travailler ensemble à cette finalité, à atteindre son état de son acmé en somme. Voilà. Et ça, c'est le deuxième grand travail. Le troisième, c'est la maîtrise progressive du questionnement. Donc, il faut qu'il y ait l'intellect, la connaissance. On ne peut pas... C'est ça dans ces narcissiques, entre guillemets, ces philosophes narcissiques qui sont fondamentaux et que j'adore. Nietzsche, je l'aime passionnément.
Cet homme, et c'est héroïque, et tous les auteurs qui cherchent à comprendre euh, et qui ne peuvent pas, il y a quelque chose de pathétique qui est là et qui fait que j'ai un amour vraiment considérable pour eux, même si parce qu'ils existent aujourd'hui, hein, ces philosophes comme ça là. Ils rejetteraient tout à fait ce que je suis en train de dire en me disant bon, on n'a pas besoin de ça, toi tu es malheureux dans ton coin, moi je jouis bien de la vie, j'ai ci, j'ai ça, etc. Je me pose pas de questions comme ça existentielles, c'est pas la peine, je travaille sur autre chose, sur le plaisir, sur la vie, voilà, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, peu importe, j'ai cette affection est vraiment là. Et donc, c'est la maîtrise du questionnement. On devra comprendre qu'est-ce qui se, comment cet univers s'est mis en route. Qu'est-ce qu'il y a avant cet univers? Comment il est parti dans son truc? Pourquoi il s'est créé à partir de cette illusion, en somme, qui n'a pratiquement pas de matière, qui est quelque chose d'assez incroyable. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'humanité devait apparaître? Pourquoi on va vers cette ultime perfection? À quoi ça sert? Etc. Tout ça, l'homme y répondra, comprendra tous ces mécanismes-là, comprendra tout ce qu'il y a derrière l'extase. Pourquoi on va vers cette extase? Qu'est-ce qui fait que cette extase est le summum de ce qu'on peut vivre, de ce qu'un esprit peut atteindre? Pourquoi on va vers cet état-là? Voilà. Voilà la deuxième vidéo d'explication, mais qui donne à peu près la base, je pense, quand je vais commencer à lire euh, et découvrir donc le texte. Apparemment, c'est ce qui est intéressant. Là, ce que je viens de dire, je le prends sur Wikipédia. Donc, c'est de nombreux auteurs qui sont passés, qui ont contribué. Je les remercie. Je ne sais pas qui c'est, mais je les remercie. Voilà. Et ça, c'est la vérité. On montre là que l'humanité, elle est altruiste. On est tous des altruistes sans le savoir. Même ceux qui sont des avares et qui cherchent à avoir du pognon tenté plus ou de thésauriser les privilèges, d'accumuler les choses, d'accumuler les honneurs, la visibilité télévisuelle, tout ce qu'on veut. Au final, ils ne savent pas que ce sont des altruistes, que tout ce qu'ils font, ils ne thésaurisent rien. À la sortie, ils deviennent ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait qui est devenu un outil. Nietzsche, il n'est plus là, et c'est tout ce qu'il a fait comme œuvre qui sert à l'humanité. Des centaines de milliers, des millions d'êtres humains depuis qu'il est mort ont travaillé à partir de Nietzsche, ont pensé à partir de Nietzsche. Donc il a tout laissé là, cette œuvre-là, et puis voilà, à la fin de son existence, avec la photo qu'on voit sur cette vidéo-là, il est peut-être en état d'extase à ce niveau-là. Je le souhaite, j'espère, et je pense que c'est ce qu'il a atteint à ce degré-là, cette extase. Et donc, et pourquoi il s'est tu? Pourquoi il n'a pas pu le dire? Oui, c'est l'extase, par exemple. Oui, j'ai compris. Je pense qu'il a compris à ce degré-là, dans cette paix qu'il a atteint, à ce degré. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite vraiment pour lui, parce qu'il en a assez chié, le pauvre, dans son existence. Il a donné son existence pour parler de la liberté, de l'hédonisme, de la beauté, de la bonté, et il n'a jamais eu le bonheur d'être caressé ou de caresser une femme qu'il aime, qui le comprenne, qui l'apprécie, qui comprenne sa grande différence, son truc. C'est tragique quand on y réfléchit. C'était son destin. Voilà. Ça n'a pas été ça n'a pas été un jouisseur, ça n'a pas été alors qu'il a parlé qu'il a essayé d'amener l'être humain à devenir
cet être-là. Voilà, simplement, euh, il était un artiste, il était un danseur de la vie, finalement, au fond de lui. Et il devait jubiler d'être au contact de cet esprit aussi brillant, aussi créatif. Et donc c'était le premier à regarder ce qu'il écrivait, parce que ça sort comme ça. On est les premiers découvreurs de notre génie, entre guillemets, hein, quand c'est du génie comme ça. Et le génie, c'est ordinaire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est juste ça tombe sur la tête de quelqu'un comme la pluie, pas plus. Et donc, et lui, il n'avait pas besoin d'être vraiment en contact des autres. Il était content d'être dans cet esprit-là. Sauf que malheureusement, il n'a pas eu la clé et c'était son manque d'humilité qui a fait ça, qui a donné tout son caractère, son courage, sa volonté, le fait de pouvoir lutter contre des choses, etc., de s'opposer, d'être... Tout ça, c'est lié à ce manque d'humilité. Et donc, il n'y a rien à reprocher à quelqu'un qui n'aurait pas cette humilité. Mais par contre, ça l'a empêché d'être heureux. Parce qu'il y a une paix derrière le fait de comprendre le monde tel qu'il est, tout en le critiquant bien sûr, mais comprendre pourquoi il se déroule ainsi, pourquoi il évolue comme ça, etc. Ça amène à une certaine sérénité, une certaine paix, mais même si c'est dans l'agitation, hein, mais en tout cas, c'est une sorte de bonheur, je pense. Voilà. À la prochaine. Merci.